Des marins américains ont essayé de sauter d'un porte-avions en pleine mer. Plusieurs fois. Et personne, à la Maison-Blanche, n'a voulu répondre à une question simple. Pourquoi ? C'est pas une rumeur de couloir, c'est le Military Times qui le rapporte, daté du 11 août 2026, avec des noms, des familles, des dates précises. À bord de l'USS Abraham Lincoln, un porte-avions déployé dans le golfe Persique depuis le 20 et 1 novembre, plusieurs marins ont tenté de passer par-dessus bord. Pas un accident isolé. Plusieurs incidents distincts, sur plusieurs semaines. La version officielle, c'est que tout va bien à bord, que les marins ont accès à des conseillers, à des chapelains, à des médecins, sauf que les familles, elles, racontent autre chose. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas juste l'histoire d'un navire qui va mal. C'est la preuve que toute une flotte est en train de craquer, pendant qu'en haut lieu, on continue de vendre l'image d'une armée toute puissante qui, je cite, contrôle le détroit d'Ormuz. Alors on va faire ça en 3 temps. D'abord, ce qui se passe concrètement sur le pont de l'Abraham Lincoln, avec les témoignages des familles. Ensuite, pourquoi ce navire n'est pas un cas isolé, mais le symptôme d'une flotte entière à bout de souffle. Et enfin, ce que ça révèle sur la manière dont cette administration traite ses propres soldats. Restez jusqu'au bout, parce que la partie la plus dérangeante n'est pas celle que vous croyez. Un dernier point avant de commencer, parce qu'il compte. Tout ce que je vais citer aujourd'hui vient de sources vérifiables Military Times, Stars and Stripes, CNN, Newsweek et les propres communiqués de la marine américaine. Les témoignages de familles sont rapportés sous leur nom réel par ces médias. C'est pas une théorie que je vous propose, c'est un dossier. Commençons par Annabelle Lomar. Elle vit à San Diego. Son mari sert à bord de l'Abraham Lincoln. Elle raconte qu'elle n'a pu lui parler que quelques fois depuis qu'il a tenté de sauter du porte-avions. Il a été redéployé sans arrêt, encore et encore, avant de craquer. Aujourd'hui, il a peur. Peur d'un renvoi pour raison disciplinaire. Peur que 13 ans de carrière s'effondrent en un instant à cause d'un moment où il n'allait plus bien. Loma dit qu'elle a reçu un appel du bord juste après l'incident. Depuis, plus rien. Silence radio. Vous voyez le problème ? Un homme frôle la mort par épuisement et la seule chose que sa femme reçoit en retour, c'est du silence institutionnel. Deuxième témoignage, celui de Maria Rodriguez. Son mari était de quart cette nuit-là quand il a vu un camarade s'apprêter à sauter. Il a crié, il a couru, il l'a attrapé par les bras avant que l'homme ne passe par-dessus le bastingage. 3 autres marins sont arrivés en renfort. En entendant le bruit, il a fallu plusieurs jours à son mari avant qu'il ne trouve les mots pour lui raconter ce qu'il venait de vivre. Et un 3e incident, distinct des 2 premiers, rapporté cette fois par Stars and Stripes. Un marin de veille a stoppé un autre membre d'équipage au moment où celui-ci s'apprêtait à sauter. L'équipage entier a été informé par une annonce diffusée sur tout le navire. 3 incidents, 3 équipes différentes de témoins. C'est pas une coïncidence statistique, c'est un signal d'alarme qu'on refuse d'entendre. Si vous ne suivez que les résumés de 30 secondes sur les grandes chaînes, ce fil-là vous échappe complètement. Il faut aller chercher les rapports de terrain et les témoignages de famille pour voir la vraie ampleur du problème. Bon, à ce stade, on pourrait se dire que la marine va réagir, ouvrir une enquête, corriger le tir. C'est ce qu'on attendrait d'une institution qui prend soin des siens, non ? Sauf que non. La semaine dernière, à la base navale de San Diego, plus de 200 familles de marins de l'Abraham Lincoln se sont réunies pour parler des conditions de vie de leurs proches à bord. Ce chiffre-là, à lui seul, devrait faire la une de tous les journaux du pays. 200 familles dans une seule salle, inquiètes au même moment pour un seul et même navire. Une réunion virtuelle a suivi cette fois avec les responsables de la marine directement et les familles ont exprimé une inquiétude précise. Leurs proches ne comprenaient plus la mission. Ils se sentaient complices d'actes qu'ils jugeaient moralement inacceptables. Ils détestaient être traités sans respect à bord de ce navire. Ce ne sont pas des mots que j'invente. Ce sont les mots rapportés par les familles elles-mêmes lors d'une réunion documentée par M. Snow. Et pendant ce temps, la communication entre ces marins et leurs proches reste verrouillée. Restrictions strictes, justifiées officiellement par des raisons opérationnelles. Sauf que quand une institution coupe systématiquement l'accès à l'information au moment précis où des vies sont en jeu à bord, la question qui se pose n'est plus pourquoi cette règle existe, c'est qu'est-ce qu'on essaie de ne pas nous montrer. Un peu comme l'effet Streisand. Plus on essaie d'étouffer une histoire, plus elle finit par ressortir en pire. Attendez, il y a un détail qu'on ne vous a pas dit et il change
toute la lecture de cette affaire. C'est pas la première fois qu'on entend parler de conditions dégradées à bord de ce navire. En avril 2026, le chef des opérations navales avait publié un communiqué officiel pour démentir des rapports faisant état de pénuries alimentaires à bord de l'USS Abraham Lincoln et de l'USS Tripoli. Je le cite précisément, les récents rapports alléguant des pénuries et une mauvaise qualité de nourriture à bord de nos navires déployés sont faux. Les 2 porte-avions disposent d'un stock suffisant pour servir des repas sains à leurs équipages. Avril, on est maintenant en août. 4 mois plus tard, jour pour jour, les mêmes plaintes ressurgissent, cette fois documentées par plusieurs médias indépendants, avec des noms, des dates, des témoignages convergents de familles qui ne se connaissent pas entre elles. Ce sentiment que vous aviez, en lisant ce démenti en avril, que quelque chose clochait dans cette histoire de rationnement, il était juste. Et ce premier fil n'est encore rien comparé à ce qui suit. Parce que l'Abraham Lincoln n'est pas un cas isolé. C'est le symptôme visible d'un problème bien plus large, une flotte américaine entière, à bout de souffle logistique qu'on maquille en puissance dominante face aux caméras. Ça rappelle furieusement le Titanic, une flotte présentée comme insubmersible jusqu'au jour où la réalité vient cogner contre la coque. Prenez l'USS Gerald R. Ford. Ce porte-avions a quitté le port en mai pour un déploiement qui a fini par frôler les 400 jours consécutifs, un record. Pendant ce déploiement, un incendie s'est déclaré dans la buanderie du navire. La marine a présenté ça comme un simple accident technique. Sauf que cet incendie a bien failli coûter la vie à près d'1 millier de marins. Leurs lits, leurs draps ont été détruits. Résultat, des centaines de militaires ont dû dormir à même le sol sur un navire de guerre en zone de conflit actif. Ajoutez à ça des problèmes de plomberie majeurs, documentés eux aussi. C'est pas un accident de logistique, c'est un schéma. Et le contraste avec le discours officiel est presque comique si le sujet n'était pas aussi grave. Donald Trump répète sur ses réseaux que les États-Unis possèdent le détroit d'Ormuz, qu'ils le contrôlent, qu'ils le dominent. Sauf que dans les faits, les porte-avions américains restent volontairement à l'extérieur du détroit, parce qu'y pénétrer les exposerait directement aux drones iraniens. On ne contrôle pas un espace qu'on évite d'y entrer physiquement. Ça ne tient pas debout. Regardez bien ça, parce que c'est le détail le plus révélateur de toute cette histoire. L'USS George H.W. Bush a dû contourner l'intégralité du continent africain pour rejoindre sa zone d'opération, plutôt que de passer par la mer Rouge et le détroit de Bab el-Mandeb. Pourquoi ? Parce que les autorités américaines savaient qu'un passage par cette route exposerait le navire aux attaques houthis. Un porte-avions de plus de 100 000 tonnes, symbole absolu de la puissance militaire américaine, contraint de faire un détour de plusieurs milliers de kilomètres pour éviter une zone que Washington prétend pourtant maîtriser. On ne fait pas le tour d'un continent entier quand on domine réellement un océan. Et ce n'est même pas le plus gros morceau de cette histoire. Parce que pendant que ces navires air contournent, évitent les stocks stratégiques du pays s'épuisent, la réserve stratégique de pétrole américaine a atteint son niveau le plus bas depuis des décennies, ce qui a directement contribué à faire grimper le prix moyen de l'essence à un niveau jamais vu à cette période de l'année dans l'histoire du pays. Les stocks d'intercepteurs Patriot sont épuisés, les stocks de systèmes THAAD sont épuisés. Les missiles antibalistiques SM-3 et SM-6 utilisés par les destroyers de la Navy pour intercepter les frappes iraniennes sont eux aussi à des niveaux critiques. Des bases militaires entières ont dû être abandonnées au Moyen-Orient. Et une partie des militaires américains restés sur place a été logée dans des conteneurs, des structures qu'un tir iranien précis pouvait détruire facilement. Ce que je sentais depuis le début sur ce point-là, c'était vrai, c'est pas la mer qui fait paniquer ces marins. C'est ce qu'on leur demande de tenir dessus, avec des moyens qui n'existent déjà plus. L'argument le plus solide de l'autre côté, c'est que la logistique militaire, en temps de conflit actif, implique nécessairement des ajustements de menus, des rotations de stock et des contraintes d'approvisionnement. Et il faut lui reconnaître une vraie cohérence technique. Un porte-avions déployé loin de ses bases ne fonctionne pas comme un restaurant à volonté. Gérer l'endurance logistique en mer est un vrai métier, avec de vraies limites physiques. Ce n'est pas rien, mais cet argument s'effondre au moment où on regarde le calendrier et les faits documentés ensemble. Si la logistique était réellement, comme l'affirme la marine, hautement adaptable, pourquoi un porte-avions entier a-t-il dû contourner un continent pour éviter une route jugée trop dangereuse ?
Pourquoi les stocks d'intercepteurs sont-ils publiquement reconnus comme critiques ? Une bonne partie du ravitaillement de ces super porte-avions transite par la base navale américaine de Bahreïn, précisément l'une des zones que l'Iran a ciblées dans ses frappes. Vous trouvez ça vraiment normal que la même contestation sur la même nourriture resurgisse identique 4 mois après un démenti officiel catégorique ? C'est là que le tableau change complètement. Parce qu'à côté de cette réalité logistique effondrée, il y a la manière dont le commandement politique choisit de réagir publiquement. Et c'est peut être la partie la plus révoltante de toute cette histoire. Pete Hegseth, secrétaire à la Défense, a réagi en avril à ces premiers signalements en les qualifiant sur ses propres réseaux de fausses informations. Il a écrit que son équipe avait personnellement confirmé que l'Abraham Lincoln et le Tripoli disposaient de 30 jours de vivres de classe 1 et que la Navy surveillait ce chiffre chaque jour pour chaque navire. Nos marins méritent le meilleur et le reçoivent, écrivait-il. 4 mois plus tard, les douches ne fonctionnent pas. La plomberie ne fonctionne pas. Les toilettes ne fonctionnent pas. Et des marins tentent de sauter par-dessus bord. Il y a une raison pour laquelle ce genre de contradiction ne fait jamais vraiment la une des grandes chaînes conservatrices. C'est pas un oubli éditorial. C'est un choix répété assez souvent pour ne plus être accidentel. Et puis il y a le mémo. La semaine dernière, le secrétaire par intérim de la Marine, Hung Cao, a envoyé une note officielle à l'ensemble des forces navales. Le sujet ? La nécessité de revenir aux fondamentaux du professionnalisme. Il insiste sur la tenue, sur les coupes de cheveux, sur ce qu'il appelle littéralement les niveaux de testostérone des militaires. Il écrit que nos alliés, nos adversaires et le public jugent notre préparation en moins de 10 secondes et qu'il faut non seulement être les plus redoutables, mais aussi en avoir l'air. Vous voulez avoir l'air redoutable ? Commencez par faire fonctionner les douches. Voilà ce qu'on pourrait lui répondre. Un commandement qui parle de coupe de cheveux et de testostérone à des marins qui n'ont pas d'eau chaude et qui tentent de sauter d'un navire en pleine mer, ce n'est pas de la maladresse. C'est une manière de faire répéter assez souvent pour révéler exactement où se situent les vraies priorités du commandement. Ce qui m'inquiète, franchement, c'est pas seulement l'état d'un porte-avions. C'est ce que cette histoire raconte sur la personne qui commande, en théorie, toute cette structure. L'homme qui a évité le service militaire à 5 reprises, qui a construit sa fortune sur des faillites de casinos en série, se retrouve aujourd'hui à la tête du plus grand budget militaire jamais voté par un pays. Et il n'arrive même pas à garantir de l'eau chaude à ses propres marins. Il a fait faillite avec plusieurs casinos côte à côte et aujourd'hui il gère la logistique de guerre de la première armée du monde. Ça inspire confiance. Et pendant que ces jeunes gens risquent leur santé mentale sur un pont de porte-avions, celui qui les y a envoyés continue de jouer au golf sur l'argent public, escorté par des véhicules militaires chargés d'intercepter d'éventuels missiles balistiques et drones. Il poursuit des médias en justice pour des milliards de dollars quand un article lui déplaît, mais refuse de rendre des comptes sur des marins qui tentent de se jeter à l'eau sous son commandement. En clair, il attaque ceux qui rapportent les faits, et il espère que personne ne va vérifier les faits eux-mêmes. Reprenons depuis le début. On a commencé par 3 marins qui ont tenté de sauter d'un porte-avions. Ce qui semblait être un fait divers tragique, isolé, presque anecdotique, est en réalité la partie visible d'un système entier qui craque de toutes parts, une flotte à bout de souffle, des stocks stratégiques épuisés, un commandement qui préfère parler de coiffure que de plomberie, et un commandant en chef qui ne comprend rien à la logistique parce qu'il a passé sa vie à fuir toute forme d'engagement réel. Ce sentiment que vous aviez en entendant parler pour la première fois de rationnement alimentaire à bord de ces navires, que la version officielle sentait le mensonge, il était fondé, pas exagéré. Le démenti d'avril n'a pas réglé le problème. Il a juste retardé de 4 mois, le temps qu'il éclate encore plus fort, avec encore plus de preuves, encore plus de familles prêtes à témoigner publiquement. C'est pas un accident de gestion militaire, c'est un schéma, une administration qui dément par communiqué ce que des centaines de familles vivent au quotidien, qui coupe les communications au moment précis où ses propres soldats sont en détresse, et qui consacre son énergie officielle à des mémos sur la testostérone plutôt qu'à des douches qui fonctionnent. Et rien ne dit que ça s'arrête là. L'Abraham Lincoln reste déployé avec environ 5000 marins et fusiliers marins à bord, sans date de retour annoncée. La marine évoque discrètement un éventuel renfort par l'USS Theodore Roosevelt, peut être en décembre, sans certitude. En attendant, l'USS George H.W.,
Bush reste lui aussi en mer depuis des mois, dans une zone que Washington prétend contrôler sans jamais oser y engager pleinement ses navires les plus précieux. Et pendant que cette question reste sans réponse, ce sont des marins comme le mari d'Annabelle Loma qui absorbent le coût réel de cette impréparation, pendant que les porte-paroles continuent, eux, de répéter que tout va bien à bord. Ces hommes et ces femmes n'ont pas choisi la guerre. Ils ont choisi de servir un pays qui, aujourd'hui, semble surtout intéressé par l'image qu'il projette plutôt que par les vies qu'il envoie en mer. La vraie question, à la fin de tout ça, n'est plus de savoir si l'Abraham Lincoln traverse une mauvaise passe. La vraie question, c'est combien d'autres porte-avions, combien d'autres équipages vivent exactement la même chose en ce moment même, sans qu'aucune famille n'ait encore eu le courage ou l'occasion de le raconter publiquement. Si cette histoire vous a mis autant en colère qu'elle m'a mis en colère en la préparant, abonnez-vous à la chaîne parce qu'on va continuer à suivre ce dossier tant qu'il ne sera pas résolu. Et si vous voulez qu'on garde une trace de comment on en est arrivé là, notre livre WTF America est disponible en précommande, lien en description. Merci d'avoir regardé jusqu'ici.